Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de l'inégalité de Young. C'est du niveau plutôt prépa, ça peut quand même faire un bon développement d'agrég. Il y a une égalité à montrer et l'inégalité ensuite qui est là s'en déduit très facilement, mais c'est elle qui est utile néanmoins. Euh, cette égalité va se montrer assez facilement dans le cas où la fonction est supposée C1. On va faire deux démonstrations différentes dans le cas où f est C1. La 5 sera celle qui est faite dans le Francinou. Francinou, Gianella, Nicolas. Et ensuite, on fera trois démonstrations dans le cas où f est seulement supposé C0. Donc voilà, ici on va faire une IPP, un changement de variable. Ici on va faire une grande fonction, on pourra qu'elle est égale à 0. Ici on va faire une idée de symétrie. Ici, on va montrer que la grande fonction qu'on avait vue tout à l'heure, en fait, elle est dérivable, même si on ne suppose pas que les fonctions f de base. Voilà. Et ici, on utilisera la symétrie des sommes de Riemann. Donc, c'est assez joli. Euh, le sujet tourne autour de la fonction réciproque d'une fonction. Voilà, donc c'est parti. Alors, je définis les objets. Donc, j'ai une fonction f de R plus dans R plus qui fait 0 en 0 et qui va être strictement croissante. Ou si je la suppose C1 et que j'ai besoin d'utiliser sa dérivée et que j'aurai besoin d'utiliser la dérivée de sa réciproque, il faut que f' soit supposé non nul. Donc petite question basique, est-ce que entre ceci et ceci, il y en a un qui implique l'autre? Voilà, donc ça j'y réponds pas. Et je donne un nom KC0, KC1, donc quand je dirais KC1, on saura que c'est ça. Voilà. Alors je pose un exo de départ qui est en fait, cet exo il reprend un calcul un peu plus long qu'on utilisera dans le 7, qui est un peu le cœur du développement, parce que c'est là qu'il y a un peu de difficultés techniques, des jolies choses, une valeur moyenne et tout. Donc voilà, à vous de picorer, de vous construire un développement si ça vous intéresse à partir de ça. Évidemment, on ne prend pas tout. Si vous regardez la durée de la vidéo, bon, mais cela dit, j'explique aussi tout en détail. Donc vous pouvez garder, à mon avis, le 7 qui est bien. Voilà, on peut garder ces trois, c'est ceux qui sont faits dans le Francinou. Enfin, les sommes de Riemann sont faites aussi, on peut se les garder en question. Voilà, à vous de voir. Alors, déjà un exo, donc je pose LA de f égale ça. Alors déjà, si f est égal à x puissance m, donc un polynôme tout simple, m strictement positif, donc j'ai mis une question, bon, vous exprimez f moins 1 et vous en déduisez ce qu'il faut en déduire pour ça. Voilà. Puis après, pareil avec ces deux autres fonctions. Donc ça, je ne vais pas le corriger, c'est quand même assez facile. C'est un calcul d'intégrale et de limite tout simple. Alors maintenant, on va faire le cas où est le cas C1. Donc je rappelle, le cas C1, je vais le copier-coller. Cas C1, ça veut dire que on a ça. Donc f est C1 et sa dérivée ne s'annule jamais, est strictement positive. Donc cas C1, je le remets là, tac. Et le cas C0, je vais le recopier aussi ici. Tac, le cas C0, hop, et voilà. Alors allons-y, c'est parti. Comment faire dans le cas où f est C1? Alors dans le cas où f est de classe C1, eh bien ce qu'on va faire c'est que on va écrire ça différemment en utilisant la notation U. Alors déjà, je vais répondre aux questions. Donc pourquoi f-1 existe? Alors, je ne vais pas tout écrire pour l'existence de f-1, pour l'existence de U et pour l'existence de cette intégrale aussi. Mais je vais le dire oralement. Donc, f-1 de l'injectivité de f, qui est assurée par sa stricte croissance, découle l'existence de f-1 comme une fonction qui part de l'image de f, c'est-à-dire de f de 0 plus l'infini, et qui va vers R+. Donc, puisque R+, est l'ensemble de départ de f. Vous pouvez prendre des exemples dans votre tête, si vous voulez. Vous pouvez prendre f de x égale x carré sur 0 plus l'infini. Donc, vous voyez que f-1 est défini de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini. Ou bien, vous pouvez prendre une fonction qui va croître à partir de 0 et qui va avoir une asymptote horizontale, donc une limite égale à 1, par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que f-1 est défini de 0 fermé en 0, 1 ouvert en 1, vers 0 plus l'infini. Voilà, donc f-1 est défini
sur l'ensemble des images de f. Alors, on nous demande l'intégrale ici. Cette intégrale, elle va de f de a qui est dans l'image, ce que j'appelle l'image de f, jusqu'à f de a plus h qui est dans l'image de f. Est-ce que f-1 est défini partout entre les deux? Donc, réponse, vous pouvez réfléchir, faire pause, enfin, je vous conseille. Réponse, oui, parce que l'image continue d'un connexe est un connexe. Donc, si f de a est dans l'image de f, de fait, et f de a plus 1h aussi, l'intervalle entre les deux est tout entier contenu dans l'image de f. Et donc, f-1 est défini sur cet intervalle. Alors, pourquoi on peut poser une intégrale de f-1? Donc là, il n'est pas question d'intégrale généralisée, il est question de savoir. Donc la condition suffisante pour pouvoir intégrer, c'est la continuité. Donc pourquoi f-1 est continue? Voilà, bon, écoutez, f-1 est dérivable, donc elle est continue. Je prendrai le temps, dans une autre vidéo consacrée à la continuité, de montrer de 4 méthodes différentes pourquoi, lorsque une fonction est strictement croissante sur un intervalle, eh bien, elle admet une réciproque et continue, eh bien, elle admet une réciproque et sa réciproque est continue aussi. Voilà, parce que le fait qu'on parte d'un intervalle est important aussi. Alors, donc la primitive de f-1 existe puisqu'elle est continue. Alors ceci est égal à 1 sur h fois u de f de a plus h moins u de f de a, et je vais plutôt écrire ça sous forme de fraction, parce que là on reconnaît tout de suite un taux d'accroissement. Quand h tend vers 0, ceci tend vers u rond f prime de a. Alors pourquoi u rond f est dérivable? F est dérivable, c'est supposé C1, U est dérivable, puisqu'elle est une primitive d'une fonction C0, enfin d'une fonction C1 d'ailleurs. Donc U rond F est dérivable, donc ceci existe. Mais on connaît la dérivée d'une fonction composée. Donc ça fait F' de A fois U' de F de A, donc U' c'est F-1, donc ça fait AF' de A. Alors maintenant, il y a un truc intéressant qu'on peut voir, c'est que f n'est pas forcément C1 partout dans les exemples que nous avons pris. Par exemple ici, si on prend m égale 1,5 et si on prend a égale 0, on sait que la racine carrée n'est pas dérivable en 0. Et pourtant, on a bien obtenu un résultat. Ce qui veut dire que, parce que vous voyez AF' de A, donc si f c'est la racine carrée, AF' de A ça fait A sur 2 racine de A, ça simplifie, ça fait racine de A, le tout divisé par 2, et ça, après simplification, ça existe en 0. Néanmoins, le cas où ici m égale 1,5 égale 0 ne rentre pas dans ce cadre. Il rentre dans celui-ci. Alors ce qui se passe ici, c'est que eh bien, lorsque f n'est que C0, sa dérivée n'existe pas forcément. C'est-à-dire ce quotient n'a pas forcément une limite. Et pareillement, cette intégrale multipliée par 1 sur h, donc ce qu'on cherche, n'aura pas forcément une limite. Par contre, la différence entre les deux va tendre vers 0. Voilà. Alors maintenant, comment montrer que delta h tend vers 0? Eh bien, on va utiliser cette indication de l'indication. Alors, regardons cette valeur moyenne. La valeur moyenne de f-1 sur un intervalle donné kl est donnée par, eh bien, 1 sur l moins k, voilà, je suppose que quand l est petite, l est supérieure à k, fois intégrale de k à l de, eh bien, f-1 de t dt. Alors ça, on va l'encadrer. Eh bien, on est ici dans un exercice où f-1 est strictement croissant. Toutes les fonctions sont strictement croissantes. Donc t est inférieur ou égal à l. De ce fait, ceci est inférieur à f de l. Parce que c'est inférieur à f de l fois la largeur de l'intervalle divisé par la largeur de l'intervalle. Et donc c'est plus petit que f de k.
Et un nombre qui est entre f de k et f de l, pardon, j'ai oublié de mettre moins 1. Un nombre qui est entre f-1 de k et f-1 de l par le théorème de valeur intermédiaire, eh bien, il est égal à un f-1 de ch. Alors bien sûr, ceci est vrai, là je l'applique à f-1 parce que j'en ai besoin, mais c'est vrai pour n'importe quelle fonction, c'est pas parce que c'est f-1, n'importe quelle fonction u continue. Vérifierez ça. Alors maintenant, allons-y. Du coup, donc là, vous devriez essayer de le faire une fois que tout ça est posé. Là, à partir de là, vous pouvez le faire. Donc, on va s'intéresser du coup à tout ça. Delta H. Alors, delta H, c'est égal à... Alors, ici, on n'a pas la valeur moyenne. Parce qu'on ne divise pas par la bonne largeur d'intervalle. Donc, on va faire ici 1 sur H fois f de A plus H moins f de A fois 1 sur ça. Voilà, donc delta H, c'est égal à cette intégrale-là, moins ce truc ici. Bon, alors là, j'ai mis beaucoup de micmac de choses les unes sur les autres. Et ceci, c'est ce qu'on vient de dire, là, avec le f-1 de CH. Donc ceci est un f-1 de CH. Tout ça, paf, on le met dans la petite boîte, f-1 de CH. Et puis là, c'est évident, hein, on peut factoriser par f de A plus H moins f de A sur H, facteur de f moins 1 de CH moins A. Alors on vous montrer que delta H tend vers 0, mais ce truc-là n'a aucune raison de tendre ni vers 0 ni vers quoi que ce soit, puisqu'on ne suppose pas que f est dérivable. Donc petite astuce, eh bien, on va faire glisser le H à gauche. Voilà. Donc ça, je mets entre parenthèses. Et voilà. Donc là, j'ai évidemment rien changé du tout. Et par contre, cette parenthèse tend vers 0. Ça, on en est assuré. Ça, c'est la continuité de f. Lorsque h tend vers 0 pour tout a fixé. Il reste à voir ce truc-là. Mais, il faut bien voir où c'est qu'on a pris CH. On va pouvoir encadrer ça. Alors CH, on l'a pris où? On l'a pris dans KL, c'est-à-dire entre f de A et f de A plus H. Alors, si CH vaut f de A, ceci, ça fait A. Donc ça, c'est en fait entre A et A plus H. Donc, ce quotient-là est inférieur à quoi? Si ceci fait A plus H fait 1, et ici 0. Ainsi, par les gendarmes, on a, ce truc-là, il est borné, celui-là étant vers 0. Donc, delta H tend, si H tend vers 0, vers 0. Et donc, on a terminé cet exercice. Donc, je répète, nous avons montré que si on est dans le cas C1, LA de F est égal à AF' de A. Et si on est seulement dans le cas C0, nous avons dit qu'on ne sait pas si L de A de F a une limite. Mais on a montré que quelque chose qui s'en approche, c'est delta H, a une limite. Voilà. Et donc ça, c'est un truc à bien maîtriser, parce que ça utilise plusieurs techniques un peu subtiles. C'est joli. Il y a le TVI, il y a la valeur moyenne, et c'est vraiment au cœur de ce sujet. Donc ça, on en aura besoin ici, quand on démontrera avec un taux d'accroissement. Maintenant, on va partir dans des petits calculs tout simples, très classiques. Alors, on va énoncer notre égalité, qu'on soit dans l'un ou dans l'autre des deux cas, on a cette égalité-là. Donc, tout ça, c'est tout le temps défini. Et qu'on soit dans le cas C1 ou C0, on a ça. Alors maintenant, on va résoudre ça par IPP si on est dans le cas C1. Donc je rappelle, f est dans C1 de R+, f' est toujours strictement positif. Et donc on sait qu'on a ça sur f, la dérivée de f-1. Alors on va faire une intégration par partie, ou là, on va faire une intégration par partie dans ce truc. Donc j'écris f-1 fois 1, et puis je fais mon IPP. Alors là, je vous conseille tout de suite de... je vous conseille voilà, de faire pause ici, tac, et d'y aller. Voilà, donc maintenant je le fais. Donc, ici,
f moins 1 de t fois t, donc là c'est facile de voir que ça fait f de a. Et puis là, ici, j'ai pas explicité f moins 1' de t. J'ai fait ce rappel là parce qu'il nous prouve au moins que f moins 1' existe, hein, puisque f' ne s'annule pas, et qu'f' existe, et que f moins 1 de t est dans l'intervalle où f est défini, c'est-à-dire r+. Voilà, ça nous prouve juste ça, mais j'ai pas besoin d'en dire plus, parce que quand je pose u égale f moins 1 de t, et ben du coup c'est CDU. Du coup, là j'ai mon AF de A, et là j'ai cette intégrale que j'ai passée ici, donc j'ai ma conclusion qui s'impose naturellement, et j'ai montré le truc. Voilà. Alors on va le refaire exactement pareil, mais avec une méthode un peu plus élégante, c'est celle qui est faite dans le Francinou. Donc je suis désolé pour messieurs Gianella et Nicolas, c'est vrai qu'on dit souvent le Francinou, parce que c'est joli et que ça va plus vite. Alors, des mots élégantes dans le cas où f est C1. Donc on veut montrer cette égalité, mais on fait passer le f de A à gauche, on appelle grand F tout ça, et on veut montrer que c'est constant égal à 0, donc on va le dériver tout simplement. Alors, j'utilise encore l'astuce du grand U, et du coup, ça... Bon, mais ça c'est facile à dériver, c'est f de a, c'est immédiat, il n'y a pas de difficulté. Ça, pour le dériver, je l'écris u de f de a. Et du coup, quand je dérive, ben, c'est u de f prime de a. Je rappelle qu'on dérive par rapport à a ici. Ensuite, ici, j'ai la dérivée d'une somme, enfin, pardon, la dérivée d'un produit. Donc f' de a moins f de a, et bien tout s'annule. Parce que ici, u de f', on l'a déjà vu, ça fait un f' de a qui sort, fois u' de f. C'est-à-dire f-1 de f. Donc ça nous fait f' de a fois a. Tout ça est nul, paf, terminé. On va faire un dessin pour le cas où f est seulement C0. Alors j'ai fait un dessin ici avec une courbe f vérifiant les hypothèses de l'énoncé. C'est-à-dire, je rappelle, le cas C0, c'est que f de 0 égale 0, f est continue sur R+, est strictement croissante. Je ne suppose pas ici que la limite de f est plus l'infini en plus l'infini, comme le fait le Francinou, parce que, en fait, ça c'est nécessaire que pour l'inégalité de Young quand on introduit le petit b, on verra pourquoi. J'ai dessiné l'intégrale de 0 à a ici. Ce L, eh ben, c'est l'intégrale de 0 à f de a, c'est l'air entre deux courbes, donc de ceci qui est a moins f moins 1 de t. Le haut, c'est l'intégrale de 0 à f de a de f moins 1 de t. Il nous saute aux yeux que grand L égale grand t, parce qu'il y a une symétrie. Mais cette symétrie, on va essayer de l'écrire joliment, parce que du coup, il faudrait dire que ce segment a pour symétrique celui-là, cette courbe a pour symétrique celle-là, donc cette aire a pour symétrique celle-là. Le Francinou propose une écriture un peu formelle de cette évidence symétrique. Donc le Francinou propose de montrer que si j'appelle S la symétrie par rapport à la prime indicatrice, que j'ai dessiné ici en ligne, en trait mixte, si mes cours de MT de 6e sont fiables, donc ça s'appelle des traits mixtes. Donc si j'appelle la symétrie, je montre que S de t égale L par un jeu d'écriture qui est assez joli. Voilà, donc je ne sais pas si moi je mettrai ça dans le développement, mais en tout cas il faut savoir le faire. Donc j'exprime t formellement, hein, x va de 0 à y à ça. Donc j'exprime le symétrique. Pour cela, je garde ici xy, mais j'intervertis x et y partout. Et ensuite, je vais décomposer. Donc 0 inférieur à y inférieur à, je vais dire ça fait 0 inférieur à y inférieur à a. 0 inférieur à x inférieur à f de y, je vais dire ça fait 0 inférieur à x inférieur à f de y. Donc je me retrouve avec 4 inégalités. Et je vais les réarranger différemment. Donc pour les réarranger différemment, ben, je vais dire x positif, bon je le garde. Ensuite, je vais dire x inférieur à f de y, ça veut dire f moins 1 de x inférieur à y, que je combine avec y inférieur à a pour obtenir cette triple inégalité. Voilà, donc là j'ai tout réécrit parfaitement, mais j'ai squeezé le y supérieur à 0, qui devient évident dès lors qu'on a écrit ça, parce qu'f moins 1 de x est une quantité strictement positive. Alors maintenant que j'ai écrit ça, ce qui m'intéresse moi, c'est d'exprimer la surface L, c'est-à-dire S de t, comme une surface dans laquelle x est paramétré de 0 à f de a. Or ici, ce n'est pas explicitement dit.
Et pourtant, je m'autorise à la rajouter comme vous le regardez en bleu. Pourquoi? Eh bien, parce que dans cette inégalité, j'ai comme une implication que f-1 de x est plus petit que a. Et donc, que x est plus petit que f de a. Et donc, je peux dire que c'est égal à ça. Ce qui fait que si je rajoute ça, je n'ai rien rajouté en fait. C'est redondant. Ceci est une redondance, c'est-à-dire c'est la même chose, cette écriture et celle-ci sont les mêmes, j'ai juste rajouté pour mieux y voir une redondance. Et ça va très bien s'y prêter, parce que si je regarde l'aire de t, ben c'est l'intégrale de 0 à 2f de t dt, ça c'est par définition de t en fait. Mais si je regarde l'aire de L, parce que j'ai prouvé que le symétrique de t c'est L, et l'aire de L c'est cette intégrale-là, on l'a déjà dit. Et donc j'ai montré mon égalité de tout à l'heure. Donc finalement cette égalité qu'on s'est échiné à démontrer de deux manières différentes en supposant FC1, elle était évidente. Mais non seulement on a peut-être fait ces deux démonstrations pour rien, alors pas pour rien parce que voilà, ça permet de manipuler un peu des trucs, mais en plus on va la refaire de deux manières différentes pour faire des maths. Du coup, dans ce développement, dans ce sujet, si on le prend comme un développement, on est sur un cas où on démontre plusieurs fois la même chose. Donc ça peut être un parti pris. Je décide, je vous propose de démontrer de plusieurs manières différentes quelque chose. Ou alors, vous ne faites que la démonstration à la taux d'accroissement et l'application avec l'inégalité du coup après et avec l'inégalité de Hölder qui en découle. Et en réponse à des questions, vous pouvez balancer tout ça. Voilà. C'est des propositions, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant avec un taux d'accroissement. Donc vous vous souvenez cette fonction f de a. Tout à l'heure on a prouvé qu'elle était constante parce qu'on a prouvé que sa dérivée était nulle. Parce que tout ça c'était dérivable. Mais maintenant c'est plus du tout dérivable. Enfin, c'est dérivable a posteriori puisque nous on sait que c'est toujours nul. Mais cette écriture-là n'a aucune raison de représenter quelque chose de dérivable par rapport à a, puisque f-1, puisque f n'est pas dérivable. Donc quand on va faire u de f de a, ça n'a aucune raison d'être dérivable, f étant seulement supposé continu. Donc pour montrer, on fait un taux d'accroissement. Donc f de a plus h moins f de a sur h. Donc ça, ce qui est marqué en vert ici, c'est un petit châle des familles, hein, c'est pas dur. Ça, c'est un petit châle des familles aussi. Et puis ici, il n'y a aucune difficulté. Voilà, il suffit de faire. Donc ça, c'est un truc, faut le répéter. Alors maintenant, lui, il tend vers f de a. Pourquoi? C'est la même idée tout à l'heure de valeur moyenne. Donc si vous l'avez déjà fait comme un lemme tout à l'heure, l'exo, vous ne le redites pas. Et sinon, vous utilisez le lemme de la valeur moyenne. Ici, là, vous le refaites là. Si vous décidez de faire l'exo, vous voyez ici, si vous décidez de mettre ici toute la démo d'exercice préliminaire à ce moment de votre développement, et dans ce cas, il faut expliciter l'histoire de la valeur moyenne ici. Donc, cette valeur moyenne, c'est un f de ch. Et h est coincé entre a et a plus h, donc de ce fait il tend vers a. Donc par continuité de f, ceci tend vers f de a. Bon, voilà. Et du coup, ça va s'éliminer avec le terme que j'ai mis en vert ici. F de h qui est aussi par continuité de f tend vers f de a. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste notre truc de tout à l'heure. Donc vous vous rappelez que notre truc de tout à l'heure, on a dit qu'il tendait pas forcément, c'était le L petit a de h, il tendait pas forcément vers af' de a. Mais en tout cas, si on lui soustrayait quelque chose qui tend vers f' de a, c'est le taux d'accroissement ici. Voilà. Donc ça, c'est exactement l'exercice préliminaire. On a prouvé que ce quotient tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Voilà, tout ça, c'est explicité dans le Francinou. Sauf que moi, j'ai mis un exercice préliminaire. Alors maintenant, tout ça aussi, c'est fait dans le Francinou. On va faire quelque chose de très joli avec les sommes de Riemann. Alors, peut-être aussi que ce développement, il peut être décliné différemment suivant la leçon que vous avez à faire. Je m'adresse à des agrégatifs, mais en fait c'est intéressant pour tout le monde, hein. Ça c'est aussi intéressant pour un élève de prépa qui veut se fortifier en calcul, réviser un beau truc et qui aime des jolis résultats et qui les mémorise bien, voilà, très bien. Alors, je fais un petit rappel de ce qu'on veut montrer. On veut montrer cette égalité-là. Donc pour cela, on va écrire celle-ci comme une limite de somme de Riemann. On va faire une pirouette dans nos sommes de Riemann qui s'appelle une sommation d'Abel.
Donc vous pouvez réviser si vous êtes à l'aise avec les séries alternées et que vous savez démontrer certains résultats. On utilise pas mal quand même dans les séries les techniques de somme d'Abel. Et en faisant cette pirouette, ben, on va arriver exactement à ça, à un terme près. C'est très très joli. Donc, pour bien que vous compreniez ce qui est marqué dans le Francino, je vais faire un petit rappel. Donc ça, c'est l'écriture classique des sommes de Riemann. Il faut que vous sachiez le dessiner avec des rectangles, évidemment, expliquer avec un... Voilà, ça c'est aussi un truc dans l'épreuve de modélisation. Donc, voilà, je discrétise en fait ma fonction f. Je prends un point, au lieu de prendre un point partout en tout t de l'intervalle 0a, je prends un point en tous les k sur n. Alors, je me suis trompé ici, c'est a fois k sur n. Parce que lorsque k égale n, il faut que ça fasse a. Voilà. Donc, lorsque j'ai ça, eh bien, je prends un rectangle de largeur 1 sur n et je fais voilà, mes escaliers et j'ai cette limite là. Donc ça c'est vrai pour toute fonction f continue sur 0. Alors maintenant, on peut préférer un Riemann à pas non constant. On va le préférer ici. Donc Riemann à pas non constant, au lieu de faire les a fois k sur n, eh bien, je vais prendre une subdivision pour chaque valeur donnée de n. Je vais prendre une subdivision, n'importe laquelle. La seule contrainte que je me donne, c'est que le pas tend vers 0. Donc delta n, c'est le nom que je donne à toute la subdivision. Le pas tend vers 0. Alors, il y a un truc à comprendre là, c'est que c'est pas parce qu'il y a une infinité de xn que le pas tend vers 0. Donc ça, c'est toujours les problèmes contre-intuitifs de l'infini. Parce qu'on pourrait se dire, entre 0 et a, si je mets de plus en plus de valeurs comme ça, je fais une subdivision avec de plus en plus de valeurs, on pourrait dire le pas tend vers 0. Mais non. Prenez par exemple x1 égale 0 et x2 égale a. Une subdivision correspondant à n égale 2. Donc voilà, tac, tac. Prenez maintenant une subdivision à 3 pas en prenant le milieu. Et là maintenant, on va faire un truc à la paradoxe de Zénon. Donc 0 a sur 2 au niveau de la virgule. Bon. Après, eh ben, vous prenez la division suivante en prenant 0 a sur 2, le milieu entre a sur 2 et a, c'est-à-dire 3a sur 4, et a. Et puis la division suivante, prenez 0, a sur 2, 3a sur 4, le milieu entre 3a sur 4 et a, c'est-à-dire 7a sur 8 et a. Vous avez là une suite de subdivisions indexées sur n. À chaque fois, vous avez un terme de plus dans la subdivision, mais pourtant le pas ne tend pas vers 0, puisque vous gardez toujours x1 égale 0 et x2 égale a sur 2. Sauf pour n égale 2 où j'ai pris x2 égale a, mais sinon à partir des autres, à partir de n égale 3, vous avez x2 égale a sur 2, et puis vous mettez les infinis là, et là vous comblez, vous dispersez le sable, mais là non. Donc on est obligé d'imposer que le pas doit tendre vers 0, c'est pas implicitement dit dans le fait que n tend vers l'infini. Donc c'est parti pour Abel. Alors là, quand on dit une subdivision qui tend vers 0, ben ici, puisque vous choisissez les xn, vous pouvez prendre une subdivision régulière. Voilà, même si on utilise une écriture de subdivision irrégulière, vous pouvez prendre une subdivision régulière. Simplement, c'est donc xk plus 1 moins xk égale constante égale a fois k sur n. Mais on va utiliser cette écriture irrégulière. Donc c'est parti, tac. Et on fait notre subdivision d'Abel. Donc on développe, on fait en deux sommes. Et dans la première, on fait un changement d'indice. Maintenant, on veut rassembler les deux sommes. Donc il y a des termes qui dépassent. Donc là, il y a le terme en n qui dépasse. Xn qui est égal à a fois f de xn moins 1 qui est marqué là. Donc xn est égal à a, je peux le mettre comme ça. Bon, ceci va tendre vers af de xa, vous le voyez tout de suite. Hein. Puisque comme le pas tend vers 0, et bien xn moins 1 moins xn tend vers 0, c'est-à-dire xn moins 1 tend vers xn. On peut se permettre de dire ça vu que xn est fixe, c'est égal à a. Donc xn moins 1 tend vers a, finalement, ceci tend vers af de a. Donc là, on a tout de suite le af de a qu'on voulait, vous rappelez. Ici, on a le terme en 0 qui dépasse, mais il est nul, puisque x0 est supposé égal à 0. Voilà. Alors, j'ai pas très bien écrit. Bon, ça, c'est toujours un brouillamini, là. J'aurais dû mettre x0, bon, on s'en fiche. Voilà. Et donc, je me retrouve avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai là? Eh bien là, si je pose f de xk égale yk, comme c'est marqué là, et bien cette somme-là est égale, ce xk c'est mon f moins 1 yk, et là j'ai yk moins 1 moins yk,
Et donc j'ai exactement une somme de Riemann. Alors comme les YK sont à l'envers, donc ça c'est négatif, hein, puisque YK est plus grand, YK est à droite. Alors pourquoi YK est à droite? Parce que YK c'est f de x à f, elle est strictement croissante. Donc si les XK sont rangés par ordre croissant, enfin ils sont rangés par ordre croissant, donc les YK aussi. De ce fait, la parenthèse a une valeur négative. C'est pour ça que ceci tend vers moins l'intégrale. Mais attention, je dis que ceci tend vers moins l'intégrale, parce que je reconnais visuellement une somme de Riemann, mais on a bien vu tout à l'heure qu'il fallait quand même pouvoir affirmer que le pas tend vers 0. Pourquoi le pas de cette subdivision tend vers 0? On n'en sait rien en fait. Voilà. Bon, alors ici, je dois modifier un tout petit peu, j'ai fait une petite erreur sur les Y, I, voilà. Alors pourquoi ceci possède un pas qui tend vers 0? Ben ça c'est l'uniforme continuité. En fait l'idée c'est que pour n assez grand, les pas ici, de toute façon on a dit qu'ils étaient égaux, donc ils peuvent être tous rendus aussi petits qu'on veut. Mais f est uniformément continu sur 0A. Théorème de Hein, elle est continue sur un compact, uniformément continu. Bon, alors ici, du coup, que dit l'uniforme continuité? Elle dit que f de u moins f de v peut être rendu aussi petit qu'on veut dès lors que u moins v est petit. Donc je ne vais pas faire de rappel sur l'uniforme continuité. Donc ici, vu que les xk moins xk moins 1 sont tous aussi petits qu'on veut, si vous vous donnez un epsilon, si vous prenez oméga d'epsilon un module de continuité, c'est-à-dire une valeur alpha telle que x moins y inférieur à alpha implique f de x moins f de y inférieur à epsilon, voilà, donc ça c'est le module de continuité, et bien dès que xk moins 1, ils sont tous, attention, tous inférieurs à oméga de epsilon, donc il suffit de prendre a fois k sur n inférieur à oméga de epsilon, et bien à ce moment-là, tous les f de xk moins f de xk moins 1 sont inférieurs à n epsilon donné. Donc ça prouve que, puisque ça c'est les yk moins 1, ça prouve que le pas tend vers 0. Et donc on a notre résultat. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait dit. Et donc on vient de démontrer que ça, c'est égal à une somme de Riemann qui, une fois qu'on l'a mise à l'envers, est égale à une somme de Riemann qui tend vers moins cette intégrale, tac, plus un petit chouïa qui reste, qui tend vers f de 1. Et voilà. Donc maintenant, la fin de la vidéo, c'est super facile. Hein, donc c'est du théorème de Schall. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté. Par contre, je vais rajouter quelque chose ici. Pourquoi on rajoute hypothèse cette imita? Donc je laisse réfléchir, vous devriez faire pause. Voilà, donc alors, supposons, donc f est strictement croissante, donc elle tend soit vers plus l'infini, en plus l'infini, soit vers un nombre fixe, un asymptote horizontal, donc imaginons qu'elle tende vers 3, mettons, bon. Et bien ça veut dire que f-1 est défini sur l'intervalle 0,3, ouvert en 3. Donc si on prend ici, puisqu'on différencie les bornes ici, là, on les rend indépendantes, si on prend b égale à 4, ça ne marche pas, on a une intégrale généralisée. Donc pour éviter ça, on prend cette limite comme ça, f étant continu, ou même pire que continu, c'est un bon, en tout cas continu, est strictement croissante, et bien elle est injective et surjective, elle est bijective de R+, dans R+, et donc f-1 est défini sur tout R+, et donc on peut prendre B où on veut. On peut prendre B plus grand que A, plus petit que A, plus grand que f de A, plus petit que f de A, comme on veut. Alors pourquoi on a ça? On pose cette somme-là, et la première ici, donc on va essayer de se débarrasser de f. La première, elle est égale à AF de A, moins ça. Donc ça, c'est ce qu'on a écrit tout ça ici. Là. Donc je la remplace par ça. Et donc je vais remarquer ici que là j'ai un Schall. Et donc cette somme S, elle est égale à ça. Et donc là, il y a juste un encadrement à faire. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai réécrit deux fois de suite. Donc il y a un encadrement à faire. Donc f-1 de t, c'est compris entre f-1 de f de a et f-1 de b. Mais dans quel sens? Alors ici, si b est plus grand que f de a, cette intégrale est dans le bon sens, c'est positif, donc je peux minorer f-1 de t par f-1 de la borne du bas, qui est f-1 de a. Donc j'ai une inégalité toute simple. Et là, vous faites votre calcul, c'est ultra simple. Voilà. Donc maintenant, si c'est le contraire, et bien ici, je vais minorer par f-1 de b cette fois-ci. Parce que cette intégrale prend une valeur négative. En fait, il faut que je la majore en valeur absolue. Donc j'obtiens ça. Mais ici,
f-1 de b est plus grand que a. C'est écrit là. Là, il y a écrit que f-1 de b est plus petit que a. Plus petit que a. Mais c'est pour ça que là, je mets le signe plus grand. Parce que je suis dans le cas où j'ai quelque chose de négatif ici et de négatif ici. Donc 4 est plus grand, donc 3 est plus petit que 4, donc moins 3 est plus grand que moins 4. Voilà. Et donc j'obtiens la même chose ici. Alors, vous remarquez, je n'ai pas traité le cas f de a égale b. Voilà. Alors là, vous pouvez réfléchir tout seul, qu'est-ce qui se passe dans le cas f de a égale b, pourquoi je n'ai pas mis. À l'application de l'inégalité de Young, vous prenez f de x égale ça. Alors il y a une petite astuce d'écriture, donc on prend p plus grand que 1, on prend comme d'habitude le conjugué. Donc je suppose que vous savez démontrer que q est unique, le q vérifiant ça est unique. Sauf si p égale 1, auquel cas, bon, c'est pas un nombre, c'est l'infini, mais on n'est pas dans ce cas-là ici. Et donc, quand vous écrivez la fonction réciproque, donc 1 sur l'exposant, voilà, et bien, vous divisez par p en haut et en bas pour ne pas vous enquiquiner. Donc en bas, vous reconnaissez un sur q, en haut là, et donc vous avez q-1. Donc c'est vraiment très joli, parce que on a vraiment une totale symétrie dans les écritures, et vous avez Elder. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous arriverez à vous en servir pour un oral d'agrég, ou si vous êtes en prépa, ou en L1, L2, L3 de maths, que ça vous a appris quelque chose, que ça vous a plu, et voilà, je conseille de réviser chaque paragraphe l'un après l'autre et de savoir tout refaire. C'est vraiment un très bon entraînement.